Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on parle de l'Équateur. J'ai d'ailleurs mis la chemise pour faire couleur locale, comme on dit, la chemise du glorieux Club Deportivo El Nacional, équipe de foot de Quito, qui a des groupes de supporters très populaires, très joyeux. On avait fait un petit reportage il y a quelques années là-dessus. Alors, pourquoi l'Équateur? L'Équateur s'enfonce dans la tragédie. Vous avez dû voir plusieurs vidéos faites sur le thème, euh, plusieurs articles aussi. L'Équateur, depuis la fin du coréisme, a, vit un enfer, hein. L'État a été réduit à son strict minimum. L'insécurité a grandement augmenté. Les cartels de la drogue se sont emparés d'une partie du territoire. Et puis l'économie a fortement baissé. Ce qui était considéré encore il y a quelques années comme la Suisse de l'Amérique latine, n'exagérons pas non plus, hein, est aujourd'hui un véritable enfer. Et le dimanche prochain aura lieu le premier tour des élections présidentielles où les plus grands, les principaux rivaux sont le président actuel, Daniel Noboa, qui est en partie responsable de la situation actuelle, hein, et en plus assure la continuité néolibérale depuis la fin du coréisme en 2017, et la candidate du coréisme, c'est Luisa González. Le coréisme, qu'est-ce que c'est pour aller très vite? C'est une option politique qui prétend utiliser les leviers de l'État pour remettre l'humain au centre des préoccupations. C'est aussi une option politique souveraine, autonome et digne sur le plan international, hein. On se rappelle que sous Corée, par exemple, l'Équateur avait offert l'asile à Julian Assange, avait dégagé la base états-unienne de Manta. Donc voilà, donc dignité et souveraineté sur le niveau international et puis un État régulateur, qui évidemment n'empêche pas l'initiative privée, mais régulateur pour des politiques sociales pour le plus grand nombre. Voilà. Alors, nous sommes pour cela avec un ami de la maison et un ami personnel. Nous sommes avec Eduardo Meneses, que vous avez déjà vu par ici. Eduardo est équatorien, bien entendu. Il est doctorant Tu nous préciseras ça, Eduardo. C'est aussi un activiste social assez connu qui connaît bien les tenants et les aboutissants de l'Équateur. Eduardo, comment vas-tu? Salut Romain, comment vas-tu? D'abord, je suis très heureux d'être avec toi. Ici, on a toujours des discussions super intéressantes sur ce qui se passe dans le monde. Et bon, moi, je suis très content, même si les perspectives pour l'Équateur risquent d'être pas si heureuses que ça. Bon, on va voir ça. Déjà, explique-nous. Explique-nous, bon, peut-être le plus condensé possible, sans s'attarder un peu dans les détails, mais explique-nous ce qui s'est passé, en tout cas, ces dernières années. Parce qu'on se rappelle de la campagne électorale à mi-mandat, puisque le président Lasso, qui avait été élu, avait été destitué. On a su par la suite qu'il avait des liens très forts avec la mafia albanaise. La situation sécuritaire a été catastrophique. Il y a eu des révoltes aussi du peuple qui ont été réprimées. Et puis est arrivé un nouveau nom, un nouveau prénom, mais pas un nouveau nom, puisque Daniel Noboa, alors Daniel c'est le nouveau, mais Noboa c'est une des grandes familles propriétaires terriennes des plantations de bananes qui par ailleurs sont utilisées, les chargements de bananes, pour les chargements de cocaïne à destination des États-Unis et de l'Europe. Donc est arrivé à la présidence. Quel est un peu son bilan? Parce qu'il a eu 1 an et demi de gouvernance, si je m'abuse. Donc, je pense que pour parler du bilan, il faut parler de trois choses principales. La première, qui a à voir exactement ce que tu viens de mentionner, c'est l'action de la sécurité et toute la question de ces cartels de la drogue et du crime organisé. Nous, ce qu'on a vu dans un peu plus d'un an de gouvernement, comme tu le disais bien, Noboa, il a été que dans un gouvernement de sorte de transition. C'est quelque chose qui est permis par la constitution équatorienne quand il y a des élections anticipées qui sont déclarées, comme c'était le cas de Lasso. Et dans un peu plus d'un an,
l'Équateur a continué une dégringolade totale dans la question de la sécurité, où on était déjà dans une situation très difficile après l'assaut. Et d'une façon, Noboa, il est arrivé avec ce discours de dire on va résoudre ça, on va militariser, on va accentuer des politiques sécuritaires pour améliorer les choses, ce qui évidemment était exactement le contraire, le résultat. D'une part, parce que de la même façon de ce que tu viens de mentionner, l'assaut, il avait ses liens avec ces réseaux de crimes organisés, notamment la mafia albanaise, qui est celle qui emmène la drogue en Europe. Mais Noboa, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, lui, avec ses cargaisons de drogue qui partent dans les bateaux et dans les bananes, il est parti de la guerre de dispute territoriale entre les différents réseaux de la mafia, du crime organisé. Et du coup, il a utilisé l'État, l'appareil de l'État, pour accentuer cette guerre-là, pour euh, renforcer sa position en tant qu'un des acteurs de ce schéma de narcotrafic dans le pays. Et cela n'a fait rien d'autre qu'accentuer toute la violence. Donc on voit euh, depuis un peu plus d'un an, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un an, un peu plus d'un an, il y a eu ce grand fait de, d'une chaîne télé qui a été prise en otage en direct par des soi-disant membres de ces mafias-là, qui a été l'excuse pour militariser tout le pays, qui a été l'excuse pour ensuite créer une consultation populaire, un référendum dans lequel on donnait la porte ouverte aux militaires pour assurer, on va dire, la sûreté et la sécurité citoyenne, pas juste dans des tâches militaires, mais dans des tâches qui normalement sont de la police. Donc tout Mais est-ce cela que n'a ça fait que marche? militariser. Non, 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 pas du tout, ça n'a rien marché du tout parce que pour deux raisons. D'une, qui est structurelle et qu'on l'a déjà vu partout dans le monde, les forces armées n'ont pas la formation pour gérer la sécurité citoyenne. Il n'y a pas une formation pour ça. Ils sont formés pour la guerre. Ils sont formés dans un autre contexte qui n'a rien à voir avec celui de la sécurité quotidienne, on va dire, des gens. Donc, on a vu se multiplier tout un certain nombre de violations de droits de l'homme. D'ailleurs, à la fin de l'année dernière, il y a eu un cas en particulier qui était le cas de Les 4 jeunes de enfants? Guayaquil. Il y a quatre jeunes enfants entre 12 et 15 ans qui ont été assassinés. La dernière des choses qu'on sait d'eux, c'est que c'est justement des militaires qui les ont pris et qui, soi-disant, ils donnent plein d'excuses, mais c'est des militaires qui les ont embarqués. Ils n'ont plus jamais apparu. Évidemment, il y a une responsabilité de l'État. On en parle de crime d'État clairement dans ce cas-là. Mais ça, ce n'était qu'un symbole de ce qui vient, de ce qui est en train de se produire depuis un an en Équateur. Ces violations de droits de l'homme, la violence ne cesse pas, non seulement parce que d'un côté, Noboa il fait partie de ces réseaux et donc il est en guerre. C'est une partie intéressée de la guerre et il utilise les ressources de l'État pour cette guerre, mais aussi que ce soit la police ou que ce soit les militaires, ils sont totalement infiltrés par ces groupes. Donc on a toutes et ça on a des informations depuis des années. C'est pas quelque chose de nouveau, ce qu'on appelle les narcos généraux, qui Alors, sont directement liés à ces groupes. et en plus, le narco-généraux, c'était aussi sur des informations délivrées par les propres États-Unis, hein, avec des preuves données par les États-Unis. C'est-à-dire que la crise même emmerde les États-Unis. Oui, et là, il faut pas oublier que les États-Unis, et d'ailleurs, c'est le rôle qu'un peu la DEA partout dans le continent, ils savent très bien gérer Oui. les conflits de ces groupes militaires, même beaucoup plus que juste les conflits, comme cela les intéresse le plus. Donc, à partir de janvier de l'année dernière et cet événement qui a choqué tout le pays dans la chaîne télé et ces groupes en train de kidnapper des journalistes, etc., ce qui s'est passé en Équateur, c'est deux choses. Une, la militarisation absolue. Donc on est dans un régime vraiment autoritaire depuis plus d'un an parce que l'état d'exception en Équateur n'a fait que se renouveler tous les trois, tous les trimestres. Ah, on t'a On- perdu, Eduardo. il a été renouvelé, les limitations de la liberté d'expression. Est-ce que là tu m'entends? Je crois Là, qu'il y a c'est eu bon, un c'est bon, moment c'est bon. de connexion. Ouais. Donc, ce que je disais, c'est que euh, on vit depuis plus d'un an un régime autoritaire dans le sens où ce qu'a fait Noboa, pas juste pour l'action d'insécurité, mais justement pour prévenir la contestation sociale, c'est créer un gouvernement d'état d'exception.
depuis janvier de l'année dernière, où il a été déclaré un état d'exception à cause de ce fait qui a marqué tout l'Équateur de ces personnes qui sont arrivées dans la chaîne télé en direct. Noboa a déclaré un état d'exception qui depuis ne se fait que se renouveler tout le temps, avec quelques petites modifications, certains territoires plus que d'autres, mais on vit c'est un gouvernement d'état d'exception militarisé, géré par quelqu'un qui est directement lié à l'action du narcotrafic et militarisé avec des militaires et des policiers qui sont eux-mêmes infiltrés partout de ces groupes-là. Donc c'est la situation antidémocratique autoritaire qu'on vit depuis 9 ans dans l'action de la sécurité. Après l'action de l'économie et Alors d'autres, attends, c'est encore une autre situation. justement, on va en dire un mot aussi. Alors pour que vous vous rendiez un peu compte quand même, l'Équateur aujourd'hui, c'est le pays qui a le plus fort taux d'homicide pour 100 000 habitants de l'Amérique latine et les Caraïbes. Alors, de pays avec, on va dire, plus de 6 millions d'habitants, parce qu'il y a des petites îles des Caraïbes qui, dès qu'il y a 10 assassinats, évidemment, ont des taux plus gros, mais ils ont 30 000 habitants. Donc, si on prend des pays du continent en tout cas, c'est l'Équateur qui a le plus fort taux d'homicide, qui a 44 homicides pour 100 000 habitants. Alors, pour que vous vous rendiez compte, lorsque Rafael Correa rend le pouvoir en 2017, c'était 5 homicides pour 100 000 habitants en Équateur. Aujourd'hui, on en est à 44 000 et le Venezuela ou la Colombie, qui avaient des taux assez importants, sont en dessous. Le Venezuela a fait le ménage, hein, comme vous le savez, je crois qu'on a fait des vidéos là-dessus. Le Venezuela est à 25 hein, aujourd'hui, donc la moitié de l'Équateur. Voilà. Donc, c'est évidemment un bilan catastrophique et que Noboa n'a pas su gérer. Alors, il y a eu autre chose. Effectivement, tu dis qu'il y a eu dans les crises sécuritaires, notamment l'assaut contre la chaîne de télé. Il y a eu aussi les 4 enfants de Guayaquil qui ont été assassinés par les militaires dans le cadre de la politique d'exception, de la politique d'urgence. Mais aussi, l'Équateur vit depuis un an une crise énergétique sans précédent. Je dis, pour que les gens sachent aussi, enfin, j'ai vécu 3 ans en Équateur, sous Rafael Correa, quand c'était la Suisse de l'Amérique latine, je n'ai jamais vécu une coupure d'électricité en 3 ans. Jamais. Donc j'ai vécu de 2014 à 2017. Et là, sur la dernière année, c'est des coupures d'électricité à répétition, rationnement électrique. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est de la mauvaise gestion? Que s'est-il passé? Donc ici, évidemment, le gouvernement essaie de donner plein d'excuses. Maintenant, il dit c'est la faute du changement climatique, etc. Mais en fait, on sait parfaitement que c'est le résultat clair d'une mauvaise gestion sur deux sens. Alors, Un attends, sens qui est structurel. permets-moi de te couper un peu parce que il faut, Vas-y. et pour nos auditeurs qui savent pas, il faut que je donne un chiffre. L'énergie de l'Équateur est à 95% verte. C'est-à-dire qu'elle dépend en grande partie de l'hydroélectrique, si ma mémoire abuse, et une partie de thermoélectrique. Mais effectivement, elle dépend aussi des cours d'eau. Mais enfin, les cours d'eau et le changement climatique, c'est pas nouveau. Ça existait aussi sous Raphaël Correa. Non, exactement. Ce que je voulais dire, c'est que finalement, la mauvaise gestion se fait sur deux niveaux. Le premier niveau, c'est le fait que depuis que Rafael Correa est parti du pouvoir, il y a eu quasiment aucun investissement pour, pour maintenir l'infrastructure de production énergétique dans de bonnes conditions. Donc, on voit de plus en plus se détériorer tout un système qui était un des exemples de l'Amérique latine, parce que nous, on était en train d'exporter, et il y a 10 ans, on exportait de l'énergie partout dans l'Amérique latine. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation d'avoir 12 heures de coupure. C'est pas juste pour les gens qui nous écoutent, c'est pas 1 ou 2 heures. On avait 12 heures de coupure par jour pendant quasiment un mois. Vous imaginez ce que ça, l'impact que Non, ça a? les gens n'imaginent pas. Quand vous avez des coupures d'électricité, c'est pas seulement ah, il n'y a plus d'électricité, c'est chiant. Ça veut dire dans les zones où il fait très chaud, évidemment, plus d'air conditionné. Ça veut dire plus de téléphone ou d'ordinateur, donc plus de travail, hein, évidemment. Ça veut dire pour les gens qui ne travaillent pas dans des bureaux, on va dire, bah, plus de travail parce que de toute façon, il n'y a plus d'électricité. Ça veut dire qu'on ne peut plus retirer de l'argent dans les banques,
on ne peut plus payer avec de l'argent électronique, on ne peut plus rien faire, hein. On ne peut plus, pour certaines villes, tirer de l'eau parce que l'eau arrive par des pompes qui sont alimentées par de l'électricité, etc. Donc, une crise Hein. énergétique, c'est terrible. Et imagine-toi ce que ça veut dire au niveau de ne serait-ce que des réfrigérateurs. Tu veux pas mettre au frigo effectivement des choses que pendant 12 heures ça marche au frigo et 12 heures ça marche pas. Tu peux pas. Juste pour la nourriture, c'est une question de ça change totalement tout. Mais au-delà de ça, c'est toute l'industrie qui a collapsé Ah en oui, Équateur. C'est toute l'industrie qui a collapsé avec une perte des dizaines de milliers d'emplois. Il y a quelques chiffres. Moi, je dirais qu'il y a des chiffres, c'est environ de plus de 120 000, si je me le souviens chiffre bien. officiel est 132, une perte sur l'année 2024 de 132 000 emplois formels. C'est-à-dire de gens qui ont perdu leur emploi formel avec de la protection sociale. Non? Parce qu'il y a tout, en Équateur, il y a plus de 65% de personnes qui vivent et travaillent dans l'informalité. Donc, mais Et dans ça, les emplois formels qui sont déjà une minorité, il y a eu 132 000 emplois dans les chiffres officiels qui ont pâti de la crise énergétique, entre autres. ouais, et c'est toute l'économie qui s'effondrait parce Oui, que oui. c'est ces travaux formels-là qui d'ailleurs sont très sous-dimensionnés parce que l'État, c'est celui qui donne les chiffres et évidemment, il a fait tout pour masquer l'impact que cela a eu dans l'emploi, mais tous ces personnes-là qui ont perdu l'emploi formel, après, ils n'allaient pas dans le restaurant, ils n'allaient pas dans le magasin, ils n'achetaient pas des vêtements, donc c'est toute l'économie qui a suivi derrière. Mais pour revenir à ce que j'étais en train de dire avant, en fait, ça fait 10 ans qu'on sait que ça allait arriver. Et quand je dis 10 ans, c'est parce que tous les 10 ans en Équateur, on a ce qu'on s'appelle le phénomène de la Niña, qui est un phénomène climatique, qu'on sait qui est régulier, où il y a de la sécheresse. Il y avait même dans le gouvernement de Lasso, le gouvernement qui a été un des pires gouvernements qu'on a eu dans des dernières décennies en Équateur, même le gouvernement de Lasso avait prévu des financements et avait prévu un plan de contingence parce qu'il savait qu'on allait avoir une sécheresse terrible cette année-là. Qu'est-ce qu'a fait Noboa? Noboa, il a dit, j'ai un an et demi, c'est pas une gestion, c'est une campagne électorale. Donc depuis un an et demi, même ce que l'ASSO avait prévu comme plan de contingence, il n'y a pas un sou qui est allé dans ce plan de contingence-là. Ils ont mis tout l'argent dans de la communication, mettre l'appareil d'État au service des futures élections qui allaient arriver en moins d'un an, et ils ont juste ils sont arrêtés à prier qu'il y aurait de la pluie qui, effectivement, n'est jamais arrivée parce qu'on savait qu'il y avait avoir une des pires sécheresses depuis 10 ans. Et ça, on le savait. C'est juste une mauvaise gestion qui a mis l'Équateur dans une situation qu'on n'a pas vue depuis les années 90. Depuis les années 90, on n'avait pas de coupure d'électricité comme ça. Alors bon, on a dit l'impact sur l'économie, sur l'industrie, sur l'agriculture aussi, dû à la mauvaise gestion de Noboa, parce que même un gouvernement incapable et délégitimé comme le gouvernement péruvien a à peu près un petit peu plus prévu. Disons, alors il y a eu aussi, parce que la Niña s'arrête pas aux portes des frontières. C'est pas le nuage de Tchernobyl, la Niña. Et donc évidemment, le nord du Pérou, mais jusqu'au centre du Pérou, est affecté aussi. Alors il y a eu des grands désastres hein, aussi au Pérou pour l'économie, puisque le gouvernement Boluarte vaut pas mieux que celui de Noboa. Mais tout de même, il n'y a pas eu de coupure d'électricité. Donc effectivement, la prévision, la planification, qui sont des domaines de l'État. Non et effectivement, en Équateur, on est depuis 10 ans dans la casse systématique de l'État. Eh ben, là, on a une des conséquences. Alors, je voudrais finir sur un point avant d'aller regarder qu'est-ce qui peut se passer dans les élections de dimanche. Là, on a vu la situation sécuritaire, on vient de voir la situation économique. La situation internationale est intéressante puisque Noboa, en un an et demi, a modifié la loi pour faire revenir une base militaire aux Galapagos. On n'entend pas beaucoup les écolos d'ailleurs. Les écolos qu'on fait chez Coréa pendant des années pour le bloc 43 et le Yasuni, on les entend pas. On ne les entend pas beaucoup opiner sur le désastre écologique et l'écocide que représentera une base militaire états-unienne dans les Galapagos. Donc je voudrais que tu nous dises un mot là-dessus, parce que aussi il y a quelques jours, Noboa a reçu le vieillard Edmundo González, qui se prétend président du Venezuela. Donc il a été reçu par Daniel Noboa.
Et puis, quelques jours après, par Dina Boluarte, la présidente illégitime du Pérou. Et alors, c'est assez rigolo parce que pendant que les deux laquais de Washington s'adonnaient aux basses œuvres, ben, Trump, lui, négociait avec Maduro en envoyant son émissaire traiter la question du pétrole et de la migration vénézuélienne. Donc, on a un Équateur qui était souverain, qui avait mis fin à l'ingérence états-unienne, d'une part par la base militaire de Manta, mais aussi par la USAID. Hein, Correa avait dégagé la USAID de l'Équateur et qui avait accueilli Julian Assange, c'est-à-dire faut bien avoir en tête que l'Équateur est un petit pays, hein, c'est un des plus petits pays de l'Amérique latine, et pourtant, malgré le fait que ce soit pas un géant de l'Amérique latine, il y a eu une voix de dignité qui a résonné dans le monde entier. Où en est-on aujourd'hui au niveau géopolitique en Équateur? Ah, écoute, déjà, il y a, depuis Lénine Moreno, qu'aujourd'hui, on sait que c'était le meilleur ami de l'ambassade de l'Équateur, et ça, c'est grâce justement à Julian Assange qu'on a su dans les cadres dans les cadres qui ont été filtrés de comment l'ambassade voyait en lui le meilleur allié à l'intérieur de la révolution citoyenne à l'époque, et qu'après, c'est devenu évidemment clair quand il a pris le pouvoir, L'ambassade des il a été à États-Unis en l'extrême, Équateur. non? Oui, on a compris. Ouais, l'ambassade des États-Unis, pardon. Euh, euh, Depuis ce moment-là, les États-Unis commencent à rentrer dans le pays d'une façon de plus en plus accélérée. Dans le gouvernement de Noboa, il y a deux choses qui sont fondamentales, sont passées. L'une qui est liée à la base militaire dont tu parlais, dont la base militaire et qui commence, même si la Constitution ne permet pas la création d'une base militaire, ici, on est en train de créer un espace de coordination de la lutte contre le narco. Ils sont en train de créer une base militaire, même s'ils ne le disent pas. Ils sont en train de violer ouvertement la Constitution. Euh, il y a eu une discussion qui a commencé à être ouverte à l'Assemblée nationale sur le fait de modifier la Constitution, mais qui n'a pas été encore ni acceptée, ni même discutée à l'Assemblée nationale. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, c'est vraiment une violation de la Constitution. Mais il n'y a pas que la base militaire qui est un fort symbole. Noboa, il a signé ce qu'on appelle un accord de partie avec les États-Unis, dans lequel l'armée nord-américaine a l'accès libre au pays autant qu'elle veut, euh, accès libre, immunité totale, et la possibilité d'emmener l'équipement qu'elle veut, n'importe quel équipement qui ne sera pas contrôlé par l'Équateur. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir un nombre illimité de militaires entrés dans le pays, dans une immunité totale, et avec les armes qu'ils veulent emmener avec eux. Donc, c'est Il y a un accord du même, même type qui existe entre le Pérou et les États-Unis depuis mai 2023. Donc, voilà. mais c'est exactement la stratégie, et c'est quelque chose qui venait, c'est pas que ça a mis 2 mois. Ça fait 2, 3 ans que Biden, il venait en train de négocier, donc préparer le terrain. Ils ont fait petit à petit et ça s'est concrétisé avec Noboa. Et bon, je vois qu'au Pérou aussi. Euh, donc ça, c'est déjà quelque chose qui fait que l'Équateur, moi je dirais l'Équateur, l'Argentine, euh, le Pérou, d'après ce que je comprends, deviennent les fers de lance d'une géopolitique de confrontation avec la Chine. Parce Oui, qu'il y a vraiment le Chili aussi, il faut pas oublier le oui, Chili. évidemment, Rappelons-nous que évidemment. l'ancienne commandante en chef du Southcom, donc l'armée des États-Unis pour l'Amérique latine, Laura Richardson, disait que le Chili était le meilleur allié et l'allié traditionnel des forces armées états-uniennes dans la région. N'oublions pas le Chili de M. Boric, le meilleur allié militaire des États-Unis dans la région. Totalement. Mais du coup, on se retrouve dans un moment où on est dans une guerre déjà globale, mondiale, qui est déclarée, qui a un penchant économique, une guerre clairement économique. On l'a vu dès que Trump est arrivé avec tous ces impôts qu'il veut faire sur la Chine, sur l'Europe, sur le Mexique, même si avec le Mexique, ça a été renégocié justement Oui, aujourd'hui, avec le Canada, etc. On voit la guerre se dérouler comme au début du XXe siècle, une guerre déjà économique, mais la guerre militaire qui se prépare. Et dans ce cas-là, l'Équateur devient le pays idiot utile dans cette dynamique en abandonnant toute sa souveraineté. Et je vais prendre un exemple de ce que tu as dit par rapport au Venezuela pour montrer à quel point c'est ridicule ce qui se passe. Euh, la même semaine que l'Équateur recevait ce supposant
euh, élu président qui n'en est rien. Nous, on sait tous, vénézuéliens, on sait tous que c'est cette manipulation qui vient des États-Unis, etc. En même temps que ça arrivait, comme tu le disais, les États-Unis négociaient avec Maduro, arrivaient à des accords, il n'y avait pas un blocus du pétrole. La même semaine, l'Équateur non seulement recevait à ce faux président vénézuélien, mais aussi il rendait public le fait que les Équatoriens au Venezuela n'allaient pas pouvoir exercer leur vote parce que l'Équateur n'a pas réussi, vu qu'ils ont coupé les liens diplomatiques avec le Venezuela, l'Équateur n'a pas réussi à envoyer les bulletins de vote au Venezuela, ce qui fait que des dizaines de milliers d'Équatoriens vont se retrouver leurs droits refusés pour le vote au Équateur. Alors alors, on termine là-dessus, on va passer à autre chose. Je donne quand même une information d'importance sur ce fait-là. Effectivement, comme l'Équateur et le Venezuela ont rompu les liens diplomatiques après l'élection présidentielle, les Équatoriens vivant au Venezuela ne pourront pas voter. Or, pourquoi ils votent? Ils ne votent pas seulement pour le président ou la présidente, ils votent pour le député de l'étranger. Et le député de l'étranger de l'Amérique latine, les élections pour le député de l'étranger pour l'Amérique latine se décident à Caracas et à Valencia. Parce que la plus grosse partie des migrants équatoriens en Amérique latine se trouve au Venezuela. Et oh, quel hasard! Ils sont tous, ou en grande majorité, ils sont plutôt coréistes. Et ça fait plusieurs mandats qu'ils élisent un député de l'Équateur, des étrangers pour l'Amérique latine, plus ou moins affilié à Rafael Correa. Donc là, évidemment, en empêchant leur vote, ben, ça rebat les cartes pour un député. Voilà, parce que la bataille ben, tu me fais une très bonne transition, Eduardo, parce que la bataille pour l'Assemblée nationale va aussi faire rage en Équateur ce dimanche, puisqu'on vote pour le président ou présidente, élection présidentielle, mais aussi pour l'Assemblée nationale. Alors, quelle est la situation aujourd'hui? La situation aujourd'hui, donc, Noboa président, on a vu le bilan désastreux. Oh, à l'Assemblée nationale, tu m'arrêtes si je me trompe, mais le groupe parlementaire le plus important est la force de la révolution citoyenne, c'est-à-dire les coréistes, qui n'ont pas la majorité absolue, donc ils doivent passer des alliances, c'est le plus grand groupe parlementaire, mais ils n'ont pas la majorité absolue, ils doivent donc faire des alliances, une situation politique un peu encombrante, on va dire, parce que le coréisme est une force anti-système en soi. Faire des alliances suppose faire des alliances avec des partis qui représentent le système. Ce n'est pas chose aisée. Ils ont réussi, c'est des fins politiciens. Mais voilà, on est dans cette situation-là. Alors, Eduardo, on pourrait se dire, mais finalement, Lénine Moreno, c'était déjà un désastre. Et lors des élections en 2021, le candidat du coréisme, qui avait fait 33% au premier tour, 34% au premier tour, n'a pas réussi à... Et donc il est arrivé en tête avec 34%, Andrés Araúz, mais il n'a pas réussi à concrétiser au deuxième tour. La situation s'est empirée pendant 2 ans avec Guillermo Lasso. Il y a eu des élections de transition. La candidate du coréisme est arrivée en tête au premier tour avec 33%. Elle n'a pas pu concrétiser l'essai, transformer l'essai au deuxième tour. Et là, on voit que dans la plupart des enquêtes d'opinion, des sondages, la candidate Luisa González arriverait encore une fois en tête au premier tour, mais dans une situation qui favoriserait un deuxième tour, donc un ballottage. Alors pour gagner au premier tour en Équateur, il faut soit faire 50%, comme dans n'importe quel pays, ou soit faire 40% avec 10 points d'écart sur le deuxième. Mais aucune des sondages d'opinion ne donne Luisa González dans cette situation-là. Donc, on verra ce qui se passe. Peut-être que, évidemment, les sondages sont de mauvais augure, mais tout de même, qu'est-ce qui peut se passer? Et surtout, la question, Eduardo, pourquoi, alors que les Équatoriens ont vu une dégradation spectaculaire de leurs conditions de vie en 10 ans,
pourquoi continue-t-il à voter pour les responsables des options politiques, pour l'option politique qui les a emmenés en enfer? Tu as Bon, là, 2 heures. Non, tu n'as pas 2 heures, tu as 2 minutes. bon, très rapidement, les scénarios que tu viens de poser, c'est vraiment le scénario le plus plausible, qui est un deuxième tour. Euh, c'est difficile que Louisa elle gagne au premier tour. D'ailleurs, pour être sincère, euh, il y a aussi la possibilité que Noboa il fasse un très bon score au premier tour. Évidemment, euh, en ce moment-là, dans le débat présidentiel, il y a eu une candidate de droite, qui est la candidate du Partido Social Patriótica, qui, dans le débat présidentiel, a fait un très fort effet sur le noyau dur anticoréiste. Donc, elle a fait le discours anti-coréen le plus virulent et elle a attiré vers elle un peu des voix de la droite dure, ce qui permettrait qu'il y ait quand même une situation dans laquelle Luisa González arrive première au premier tour, mais ce rapport de voix se ferait directement au deuxième tour vers Noboa. Il ne faut pas oublier que Noboa a le pouvoir total du Conseil national électoral, du Conseil national électoral, et à tel point que ça fait de toutes ces dernières semaines où Noboa devait normalement laisser le pouvoir à sa vice-présidente, et il ne l'a pas fait en violant la Constitution. Il a non seulement gardé le pouvoir, mais il a nommé d'autres vice-présidentes en faisant toute une sorte de manipulation de la Constitution avec l'accord du Conseil national électoral. On voit que le Conseil national électoral, il est totalement du côté de Noboa, et un des grands dangers qu'on va voir dans cette élection-là, c'est la fraude électorale. La fraude électorale qui peut arriver n'importe quand. Moi, j'aimerais bien dire, je suis sûr que euh, Luisa González a déjà fait un bon score dans le passé. Il y a un noyau dur de la révolution citoyenne. La mauvaise gestion de Noboa, évidemment, aurait tendance à abonner à la force d'opposition principale dans le pays, qui est la révolution citoyenne. Mais la fraude ne nous permet pas de faire des prédictions cohérentes à ce stade-là. Tout peut arriver, même de la fraude la plus grande, sans sans aucune mesure du niveau de fraude qui pourrait se passer, est possible en ce moment en Équateur. Donc, même au premier tour, il y a un risque. Les forces politiques vont devoir être là. Ça, c'est d'un côté. De l'autre Alors, côté, tu il y a demandais quand même pourquoi. 38 000 membres assesseurs, 38 000 assesseurs du Parti coréen qui vont être distribués dans tous les bureaux de vote. Bon, les Bien choristes sûr. ne sont pas des pigeons non plus, hein. Ils ont l'habitude de ce genre de manipulation, donc ils vont certainement être très vigilants. Bien sûr, ça, c'est le premier défi. Le premier défi du premier tour va être ça, va être contrôler le pouvoir électoral. Après, la question que tu posais, qui est beaucoup plus structurelle, de pourquoi il y a quand même cette intention de vote-là et pourquoi est-ce qu'on ne voit pas une opposition plus claire au projet Noboa. Il faut se rappeler deux choses. D'abord, Noboa, il a empêché son principe son principal rival à droite de se présenter à l'élection, John Topic. John Topic se présentait comme la droite du renouvellement, il allait être peut-être celui qui allait disputer à droite quelque chose à Noboa, il l'a empêché. Le Conseil national électoral, il a trouvé que c'était illégal sa candidature et il a été empêché de le faire. Alors, je dis juste un petit mot rapidement sur Jan Topic pour comprendre pourquoi. Jan Topic est un légionnaire français d'origine équatorienne, donc un citoyen franco-équatorien, qui, par son passé de légionnaire, avait un discours sur la manière forte de réduire l'insécurité. Donc, évidemment, ça tapait dans un certain électorat, surtout un électorat populaire. Voilà, continuons. Donc, out Topic. Donc, déjà c'est le seul à droite qui avait la chance de gagner. Donc déjà, il a fait en sorte, en ayant le pouvoir de l'État, d'être le seul qui pouvait capitaliser la droite. Et l'opposition, mal la guerre judiciaire, de toute la propagande médiatique, il y a encore un noyau anticoréiste qui est fort, qui est dans le pays, qui reste là, très vivant. Donc il a fait en sorte d'être le seul qui pouvait garder cet électorat-là, sachant que en Équateur, toutes les dernières élections nous ont montré que l'élection se joue à très peu.
à très peu, entre ces cons-là. La société équatorienne est toujours à très peu entre soit l'option coréiste, soit l'option anticoréiste. Euh, donc ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est que malgré tout le bilan catastrophique présenté, qu'on a déjà discuté largement, le fait de la peur qu'est en train de vivre la société équatorienne Évidemment. permet une manipulation énorme. Et l'Équateur, on le disait avant, l'Équateur n'avait jamais vécu de la violence, jamais. C'est quelque chose qui a éclaté depuis la pandémie, qui a commencé à s'accélérer et que ça fait 2 ans, 3 ans qu'on voit vraiment éclater dans le pays. 2 ans, je dirais. Et en 2 ans, la vie des gens a changé. La vie des gens, tout d'un coup, les gens ont peur de sortir chez eux. Tout d'un coup, l'Équateur, il est dans un état de choc encore par rapport à ça. Euh, dans ce contexte-là, Noboa non seulement se présente comme celui de la main dure, etc., mais et quand on le voit dans le rapport économique qui ont été faits ces derniers jours de l'investissement financier dans les campagnes sur les réseaux sociaux, Noboa est en train d'investir une fortune, vu que c'est une des personnes les plus riches du pays, ils sont en train d'investir une fortune euh, sur ce message-là, de la peur et de la sécurité. Euh, D'un côté, il y a cette question-là qui ne permet pas d'avoir un débat euh, sur les questions de fond, de la projection à long terme de l'État, de la projection à long terme de, 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 de l'organisation de la solidarité sociale, on va dire. C'est vraiment la peur qui domine. L'autre chose, c'est que l'Équateur est passé de environ, on était proche de 50% du travail formel à la fin du gouvernement du Coréa. On est passé à 20, le dernier chiffre que j'ai eu, c'était près de 28% de travail formel. Donc c'est vraiment une dégringolade du monde du travail dans lequel l'informalité est devenue la règle. Et dans ce contexte-là, parler d'État, c'est très difficile. Oui, C'est pareil, il y a toute une propagande et tout un travail fait dans les réseaux sociaux avec les jeunes, avec quelle est la projection qu'ont les jeunes dans leur vie. Comment parler d'État et de reconstruire l'État dans ce contexte-là est très difficile. Et je pense que ça reste un défi, pas que pour l'Équateur, mais partout dans l'Amérique latine, dans une recomposition du travail de l'Amérique latine et finalement dans le monde. Je pense que même en Europe et dans d'autres parties, c'est un des défis principaux d'où va cette option politique face à ce changement du travail, qu'en Équateur, elle est critique. oui. Ok. Donc, ben, écoute, on scrutera les résultats ce dimanche, hein, on verra, on les analysera. Peut-être qu'on te rappellera la semaine prochaine pour que tu nous aides à les comprendre. On fera quelque chose. En tout cas, là, bon, là, il y a quand même plusieurs clés pour comprendre le vote et les motivations des Équatoriens. Moi, j'ai vu même quelques vidéos alors des jeunes étaient interviewés. Pour qui allez-vous voter? Pour Daniel Noboa. Pourquoi? Parce qu'il est jeune et beau. Bon, on a déjà eu ça en 2017 en France. On sait très bien où ça mène, hein. Donc c'est pas la peine d'aller dire oh là là, mais qu'est-ce qu'ils ont les Équatoriens, hein? Bon, c'est la même chose en France, les mêmes motivations. Alors, juste pour vraiment, on va dire un mot de la fin, on va faire, puisque on parle de l'Équateur, un petit délire sur le Chimborazo. Ceux qui savent comprendront. Mais je voudrais revenir sur ta dernière explication du vote Noboa, qui est justement la destruction de l'État, d'une part, mais aussi une nouvelle économie, soit dans l'informalité, soit dans les économies digitales, donc qui finalement sont la version hype, hein, de l'économie informelle. Donc, euh, euh, livreur, Uber, c'est-à-dire une ubérisation de la société d'une part, et puis de l'autre côté, l'informalité qui grandit. Ce n'est pas seulement un phénomène équatorien. Je crois que c'est un phénomène mondial qui avance à une rapidité qui n'est pas la même selon les secteurs de l'économie mondiale. Mais en tout cas, en Amérique latine, on la prend de plein fouet. Et on a toute une masse de travailleurs.
soit dans l'économie digitale ou soit dans l'informalité, qui ne bénéficient pas d'une protection de l'État et donc qui ne cherchent même plus à en bénéficier et qui refusent même de pouvoir penser les collectifs et de penser les communs. On l'a vu en Argentine, au Pérou, alors c'est champion du monde le Pérou là-dedans, puisqu'au Pérou c'est 76% d'informalité. Et donc, le Pérou élit depuis 2000 des gouvernements libéraux, ultralibéraux, qui ne se préoccupent pas. Il n'y a pas d'État au Pérou, hein, tout est privatisé. Et au-delà de la privatisation, c'est la destruction des communs. C'est-à-dire, il n'y a même plus d'associations, il n'y a même plus de lieux, de maisons de la culture, de lieux où les gens vont pouvoir se rencontrer et créer du commun. Et en créant du commun, penser penser à faire une société. Et l'État, comme expression institutionnalisée des communs, c'est un peu l'aboutissement de ça. Et ça n'a plus de sens. C'est-à-dire qu'on a toute une partie des sociétés latino-américaines aujourd'hui, et particulièrement dans la jeunesse, qui tout simplement ne veut pas participer ou s'intégrer à la société moyennant évidemment un impôt ou moyennant un partage. C'est-à-dire qu'on est vraiment, et c'est un peu compréhensible aussi, hein, quand vous avez un emploi informel, que vous vivez au jour le jour, vous ne pouvez pas faire grève, vous ne pouvez pas faire du collectif, parce que si vous ne travaillez pas, vous ne mangez pas, eh bien, c'est évidemment compréhensif que si l'État vient vous prendre une partie, ben, vous n'allez pas être content. Voilà. Et vous allez dire, mais bon, on pourrait attirer les gens, par exemple, avec la santé, par exemple, parce que dès qu'on est malade dans ces conditions-là, on meurt, hein, c'est le mouroir, parce qu'il n'y a personne qui vous prend en charge, etc. Ben oui, mais ça coûte cher, ça coûte de l'argent, ça coûte un moins. Et puis, on n'est pas malade tout le temps. Et puis, il y a aussi des cas, on va dire, de succès, finalement, de cette économie informelle. On en parlait en off tout à l'heure, mais quelqu'un qui a quatre ou cinq restos de poulet grillé dans un quartier populaire, imaginez, hein, tout le monde vient manger sa petite cuisse de poulet. Imaginez combien ça fait par jour. Ça doit faire du 5 000, 6 000, enfin, en tout cas au Pérou avec les prix péruviens. Ça doit faire du 5 000 dollars par jour. Accumuler tout ça, ça ne rentre pas dans le système bancaire formel, ça part autrement. Il y a toute une série de sociétés qui s'adaptent en fonction de cette informalité et donc qui déplacent petit à petit la société formelle et l'État. Et ça, évidemment, c'est un grand défi. Et je pense, moi, personnellement, tu m'arrêtes, parce que là, ça y est, le délire sur le Chimborazo, je ne m'arrête plus, mais je pense que les partis qui représentaient les communs, qui représentent une alternative au néolibéralisme, sont trop ancrés encore sur la société passée. C'est-à-dire une société d'emploi formel, avec des syndicats qui défendent les travailleurs, avec des communs, avec des organisations. Là, on le voit par exemple en Argentine, où les communs, une société qui a beaucoup de communs, non? Des forts syndicats, des associations culturelles, des associations, mais qui est en train de se désagréger. Et on verra dans 10 ans qu'est-ce qu'il adviendra d'une société argentine atomisée. Et je pense que, comme tu le dis, les partis qui sont une alternative à ce néolibéralisme dévastateur n'ont pas la lecture adéquate pour apporter une réponse à ces nouveaux travailleurs, ou à ces travailleurs de cette nouvelle économie ou cette nouvelle phase de l'économie. Voilà, je te laisse ça. Délire avec moi, mon cher Eduardo. On va prendre quelques 10 minutes pour donner des pistes aux gens en attendant les résultats de l'Équateur qui aura lieu dimanche 9 février, l'élection. Bon, bah écoute, la question que tu poses, je pense que personne n'a une réponse maintenant à ça. C'est Non? justement le grand défi qu'on doit affronter. Euh, Moi, je dirais deux ou trois pistes. La première, c'est, je pense que la vitesse à laquelle sont en train de se dérouler ces changements-là, la vitesse à laquelle elle va, l'incorporation de cette nouvelle technologie n'a pas permis d'avoir un débat social sur elle, qui est un débat de précaution, de où elle vient. Donc, on va avoir un débat de gestion des dégâts. C'est vers là qu'on va y aller, parce que c'est
amener toutes les promesses de bien-être, toutes les promesses que sont en train de faire en ce moment-là ne vont jamais arriver. Et on va avoir un débat qui ne va pas être un débat euh, pré-application, mais un débat de gestion des dégâts. Malheureusement, les dégâts vont être structurels et on va devoir gérer les transformations qui vont être menées pendant ces années. Donc, ça va arriver, il va y avoir une crise très profonde par rapport à ce modèle économique. Aujourd'hui, en ce moment, on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui y croient et qui misent sur ça, mais très rapidement, je pense, vers une discussion très dure sur la réalité des conséquences. Malheureusement, tout le débat qui se mène en ce moment-là sur l'autoritarisme, le fascisme, etc., est aussi en train de se faire dans les mêmes terme qui se faisait le siècle dernier. Je pense qu'il va falloir viser qu'est-ce que ce fascisme et ce néofascisme dont beaucoup de personnes y parlent, parce que je vois un débat au moment d'analyser collectivement dans la société les dégâts que ces technologies ont amenés, il va y avoir un débat très dur là-dessus, avec des confrontations très radicales sur quoi faire avec. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, je pense qu'effectivement, quand on parle de dégâts, je pense qu'il y a beaucoup de ces choses-là qui ne sont pas réversibles, notamment sur le rythme de vie qu'elles imposent. Penser revenir vers des rythmes de vie euh, comme on l'a vécu nous il y a 10 ans, dans les 10 prochaines années, c'est très difficile d'imaginer revenir vers un ralentissement de la vie, vers un ralentissement du rythme social. Et ça a des conséquences directes sur comment on pense la démocratie, comment on pense l'organisation sociale. Est-ce qu'on peut penser la même démocratie, la même organisation sociale avec cette vitesse de vie-là? Moi, je pense pas. Et je pense qu'elle n'est pas réversible, cette vitesse-là. Donc, non seulement on va affronter une crise, parce que toutes les promesses de ces technologies vont jamais arriver, mais en plus réformuler ces concepts de démocratie, ces concepts d'organisation sociale. Pour le moment, je pense qu'il est trop tôt. On est encore dans une espèce de choc de cette Oui, transformation très rapide, mais on monte fort parce que nous, on n'a pas les corps structurés dont tu parlais, on n'a pas les syndicats nécessairement, on n'avait pas les structures de sûreté de l'emploi. Il peut y avoir quelques espaces de résistance collective, je pense à la question indigène, etc., mais qui n'est pas prêt du tout à avoir le débat dans ce sens-là de dispute. Il ne peut pas revenir en. Donc on est très loin de pouvoir disputer ce nouveau scénario depuis ces formations oui. collectives-là, je Alors, pense. et pourquoi disputer? Pourquoi les néolibéraux, pour le coup, ont un temps d'avance? Bah, parce que la vitesse, comme tu dis, euh, que impactent les nouvelles technologies, la nouvelle économie liée à ces nouvelles technologies et l'informalité, bah, finalement, c'est le bouillon de culture parfait pour la proposition néolibérale. Donc, finalement, ils ont un temps d'avance, là, pour le coup, non? Et ce qui explique aussi beaucoup de succès, en tout cas en Amérique latine pour l'instant. Bon, bah écoute, merci Eduardo de nous avoir éclairé. Qu'est-ce qu'on fait? On se Et retrouve c'est la même semaine pas prochaine ou pas? un pas d'avance. Comment? Et oui, non, non, moi je disais, pardon, il y a un petit délai avec, on parle de la vitesse de la technologie, mais nous on a un petit délai, je pense, avec ma connexion ici au Mexique. Euh, Moi, je dirais une chose que tu viens de dire, c'est que c'est pas cette technologie qui vont favoriser le néolibéralisme, mais elles ont été construites par et pour le néolibéralisme. C'est pas un hasard qu'on arrive là où on est. Ces technologies sont politiques, ces technologies ont une idéologie en elles-mêmes, et c'est ça qu'il faut aussi arriver à un moment donné à voir comment on crée des alternatives par rapport à vers où elles vont. Mais ça, c'est un grand débat qu'on peut avoir et un problème de souveraineté technologique qui a que l'intégration régionale qui pourra affronter. C'est pas pays par pays qu'on arrivera à le faire. Bon, eh ben, et c'est bien. La nouvelle technologie n'est pas encore arrivée chez nous, vu la connexion, mais ça ne manquera pas. Eduardo, on se revoit la semaine prochaine ou pas? On se fait un petit point sur l'élection? Ouais, sûrement, sûrement. Parfait. Bien sûr, Eh bien, écoute, je avec te plaisir. remercie. Je te remercie. Et puis à vous, je vous dis, ayez les yeux rivés sur l'Équateur ce dimanche 9 février. Et à bientôt, à la semaine prochaine.